Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information. Ici en Savoie-Mont-Blanc, nous sommes le lundi 5 novembre 2018. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Martine Berthet, la sénatrice de la Savoie. On fera le point sur son actualité. Nous parlerons d'ERCOP, une coopérative d'entrepreneurs. Et comme chaque lundi, du sport. Ce soir, focus sur les Serres du Chablais, une équipe de roller hockey. Mais avant d'accueillir mes invités, j'ai le plaisir d'accueillir Fanette. Salut Seb. Salut Fanette. Alors ce soir, pour le premier journal de la semaine, on va parler du département de la Haute-Savoie qui prépare son budget 2019. Voilà, donc il y avait le débat d'orientation budgétaire ce matin en séance publique. Une séance un petit peu perturbée, on y reviendra dans le JT. Il y avait des opposants au projet du désenclavement du Chablais qui étaient là. Mais le débat d'orientation budgétaire portait sur les investissements à venir. Près de 3 milliards d'euros sur les différentes années. Donc ça fait pas mal de chantiers à aborder. Et puis un concept de colocation assez original. Voilà, ça se passe du côté de Chambéry. Donc c'est une colocation solidaire et intergénérationnelle. Donc le principe, ce sont des étudiants et des seniors réunis dans un même appartement. Comme ça, les étudiants, ça leur coûte moins cher et ils s'engagent à accompagner les personnes âgées dans les repas, etc. Donc voilà, c'est une formule gagnant-gagnant plutôt sympathique. On passe notre petite revue de presse quotidienne. On commence avec les premières assises de la filière aéronautique de la région Aura qui avait lieu ce lundi. Voilà, à Lyon, au siège de la région, donc un événement qui était notamment à suivre sur Twitter. La filière est assez importante pour la région, avec 350 entreprises, 30 000 emplois et plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est le MEDEF Aura qui l'a tweeté aujourd'hui. 600 emplois sont à pourvoir dans le secteur, selon le conseil régional qui a mis en place un site qui s'appelle Nos talents, nos emplois, où les jeunes peuvent, ou pas jeunes d'ailleurs, en tout cas où ceux qui recherchent un emploi dans le secteur de l'aéronautique peuvent trouver toutes les offres d'emploi. Et puis Annabelle André-Laurent, qui est la vice-présidente en charge de l'économie, a tweeté, elle, qu'un campus dédié à cette filière va être créé sur la base militaire d'Ambérieu en Bugey pour former 500 jeunes. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, puisque chez nous, il y a Dassault, il y a aussi la signature avec Dassault là, qu'on voit sur la photo. Donc je pense qu'on sera amené à en reparler. Puis une blague de bien mauvais goût pour le PGHM ce week-end. Voilà, le PGHM qui a poussé un petit coup de gueule, finalement. C'était hier vers 21h quand ils ont posté ça. En fait, ce dimanche, le PG a été sollicité pour une intervention qui semblait plutôt urgente et inquiétante. Il est 4h25 lorsqu'un homme qui semble de bonne foi nous signale, donc je lis le post du PGHM, nous signale que son frère lui a laissé un message vocal inquiétant évoquant sa présence depuis plusieurs heures dans une crevasse. Malgré une météo et des conditions maussades, les secouristes et l'équipe de l'hélicoptère décident de tenter des reconnaissances aériennes et terrestres sur la zone. Et finalement, après 1 heure de recherche, ils ont essayé également de contacter ce frère plusieurs fois. Et en fait, au bout d'1 heure de recherche, l'auteur du canular a fini par rappeler, quand il a vu tous les appels en absence, etc. Et en fait, il était tout penaud puisqu'il s'agissait d'une mauvaise blague qu'il avait fait à son frère. Je pense qu'il ne pensait pas que son frère allait alerter le PGHM. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des gros moyens et des risques pris par le PGHM. Est-ce qu'il risque des sanctions ? Voilà, c'est ce que j'allais dire parce que je suis en train de me perdre. Donc, il n'y avait pas forcément mauvaise intention, mais plutôt bêtise. On dit les secouristes. Une enquête a donc été ouverte pour divulgation d'informations fausses susceptibles d'entraîner l'intervention des secours. C'est effectivement un délit pénalement répréhensible et c'est pour ça qu'ils ont posté toute cette histoire-là pour rappeler que ce type de canular est répréhensible. Et puis toi, on va parler des notes de frais des élus genevois qui font un peu jaser. Oui, et il ne fait pas bon être élu genevois en ce moment, quelques semaines après l'affaire Pierre Maudet. Plusieurs élus viennent d'être épinglés par la Cour des comptes, parmi eux Guillaume Barazone, l'ancien maire de Genève qui a dépensé des sommes très élevées en notes de frais pour l'année 2017. 17 000 francs de téléphone, rien que ça. 3 000 francs de taxi en pleine nuit vers des adresses privées ou encore une demi-bouteille de champagne dans un palace. Le tout pour un montant de 42 000 francs suisses, bien sûr à la charge du contribuable. Ce rapport de la Cour des comptes dénonce aussi les 4 autres élus qui se transmettent la charge de maire à Genève, qui ont fait passer en note de frais jusqu'à 26 000 francs. Donc voilà, c'est que le début. Il y aura sûrement des poursuites. En tout cas, c'est pas une très bonne nouvelle pour la politique. On sait que ça peut profiter aux populistes, notamment ce genre de
de mésaventures. Et puis un anniversaire. Oui, nos confrères de Montagne Magazine qui fêtent leurs 40 ans, puisque le premier numéro date de novembre 2018. Et pour marquer le coup, un dossier spécial vient de sortir dans le dernier numéro. Vous y trouverez notamment la première une de 1978 et les tout premiers éditos. C'est vraiment très intéressant à lire. On voit notamment l'évolution des métiers de la montagne, l'évolution de l'approche journalistique. Donc ouais, c'est des vraies belles archives à retrouver dans le dernier numéro de Montagne Magazine. Merci Fanette. Merci À tout à l'heure. tout à l'heure. Allez, on passe à la rubrique Actu. J'accueille Martine Berthet. Installez-vous. Alors, vous êtes sénatrice de la Savoie, première femme à occuper ce poste. Vous avez été élue donc sénatrice le 24 septembre 2017, donc ça fait un peu plus d'un an. Comment qualifier cette première année de mandat pour vous? Eh bien, c'était une première année intense en activité, que ce soit au Sénat ou dans le département de la Savoie. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous. J'ai sillonné le département à la rencontre des élus, des associations, des administrations et des syndicats professionnels. Mais je n'ai encore pas pu voir tout le monde, ça c'est mon regret. Est-ce que ça correspond à l'idée que vous aviez de ce poste de sénateur? Oui, tout à fait. C'est vraiment un poste au cours duquel, dans lequel on apprend énormément. Et ça, pour moi, c'était très intéressant. Malgré mes mandats précédents d'élu, je pensais connaître beaucoup de choses. Eh bien non, il y en a encore beaucoup à apprendre. Il y a ce respect dans la discussion des lois entre les uns et les autres, le respect de chaque idée. Donc oui, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez le sentiment d'être encore plus investi pour votre territoire en tant que sénatrice? Ah oui, complètement, oui. Oui, puisque sénateur, nous sommes sur l'ensemble du département et pas sur une seule circonscription. Il y a vraiment tous les sujets transversaux au département dont je ne m'occupais pas avant, même en étant conseillère départementale. Là, c'est beaucoup plus large et comme je vous le disais, je suis interpellée par des personnes différentes au niveau de leur activité, des thèmes. Voilà, il y a énormément de choses différentes. Alors, est-ce que, vu de Paris, vous sentez lors de vos travaux, lors de vos échanges, la différence entre la province et la capitale, comme on dit? Oui, effectivement, ce qui est un petit peu regrettable, c'est que quand nous sommes dans certains ministères, on a vraiment l'impression que la géographie de notre département, nos reliefs, tout cela n'est pas du tout connu et que des décisions qui ne sont pas forcément adaptées sont prises. Mais autrement, bon, au niveau du Sénat, je suis en lien avec des sénateurs de Paris ou des sénateurs des départements ruraux et l'on voit quand même que sur des sujets, certaines choses se recoupent. Je pense par exemple à la pénurie de médecins. Voilà, là, nous sommes en phase, territoires ruraux, territoires urbains, tout de même régulièrement sur de nombreux sujets. Alors, vous avez récemment interpellé Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, à propos des tarifs des EHPAD. Pour quelle raison? Eh bien, il y a eu des modifications qui ont été faites quant aux tarifications dans les EHPAD. Et ceci va amener les EHPAD à facturer des restes à charge aux familles très certainement plus élevés. Donc il était nécessaire d'interpeller le gouvernement à ce sujet pour que soient débloqués des fonds en direction des EHPAD. Nous avons été plusieurs à le faire et je pense qu'il est bien d'appuyer là où l'on voit, où l'on sait qu'il y a problème. J'ai été interpellée par différentes personnes à ce sujet et c'est ce qui m'a conduit à poser cette question écrite au gouvernement. Et effectivement, quand on appuie là où il y a problème, derrière, nous avons quand même la chance assez régulièrement de voir des solutions se débloquer. Alors, ça n'est pas idéal, hein, mais effectivement, il y a 50 millions d'euros qui seront débloqués chaque année pendant 3 ans pour pallier à cette situation. On a pu voir il y a quelques semaines chez nos confrères de France 2 un documentaire qui dénonçait les conditions de travail, les conditions de vie des résidents en EHPAD. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. On a le sentiment que la situation est de plus en plus compliquée dans ce type d'établissement, que ce soit pour le personnel et pour les personnes. Oui, alors effectivement, il n'y a souvent pas suffisamment de personnel, malheureusement. Il y a des conditions de travail qui sont très pénibles pour ces personnels. Je pense que tout ça sera pris en compte prochainement par le gouvernement qui veut proposer des mesures. Alors nous serons très attentifs au niveau de la commission des affaires sociales du Sénat dans laquelle je suis. Nous serons très attentifs à ce qui sera proposé et nous-mêmes déjà toutes les fois où nous le pouvons, que ce soit dans le PLFSS 2019 que nous allons discuter très prochainement
ou que ce soit dans d'autres projets de loi, nous sommes très attentifs à ce sujet parce qu'effectivement, il y a une souffrance non seulement pour les résidents, mais aussi pour le personnel encadrant. Il est question d'avoir une meilleure formation, une meilleure rémunération notamment de ces personnels, mais il faut aussi que les moyens soient donnés aux EHPAD pour qu'il y ait plus de personnel, de façon à ce que les résidents soient mieux pris en charge. Alors, il y a un travail formidable qui est fait par l'ensemble du personnel encadrant dans les EHPAD et on ne peut que les féliciter par rapport aux conditions justement dans lesquelles ils exercent. Alors, autre dossier important, la privatisation de la gestion des barrages hydroélectriques. Question simple, vous, en tant que sénatrice de la Savoie, est-ce que vous êtes pour ou contre cette ouverture à la concurrence? Alors, il s'agit bien effectivement d'une ouverture à la concurrence dans le renouvellement des concessions, renouvellement qui devrait déjà avoir eu lieu pour certains barrages, qui vont l'être prochainement pour d'autres. Il ne s'agit pas de privatisation comme cela est dit. Oui, j'ai également interpellé à plusieurs reprises, donc que ce soit par le biais d'une question écrite ou que ce soit directement interpellé le secrétaire d'État à la transition énergétique lors de réunions du groupe énergie du Sénat, parce qu'effectivement c'est un sujet qui préoccupe beaucoup non seulement les élus, mais les habitants. Il y a la question de la sécurité, il y a la question d'une bonne connaissance des barrages, par EDF notamment, et on voit là toute l'inquiétude au niveau des territoires de savoir comment, lorsqu'il y aura renouvellement des concessions, ces barrages seront suivis, entretenus. Alors, bien sûr, l'idée est de pouvoir, tout d'abord, la première chose, autoriser EDF à recandidater lors du renouvellement des concessions, et puis également de pouvoir candidater sur tout un groupe, par vallée, par bassin, tout un groupe de barrages en même temps. Alors, en tant que sénatrice, vous aurez aussi prochainement à débattre de la loi Pacte, Pacte pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Ça aussi, c'est un gros chantier. C'est un très gros chantier, effectivement, puisque c'est une loi qui était proposée par le gouvernement avec 73 articles, qui finalement, 73 articles. 73, mais après le débat à l'Assemblée nationale, elle est repartie de l'Assemblée nationale avec 196 articles. Donc, énormément de choses dans ces lois un petit peu que l'on appelle un peu fourre-tout. Énormément de sujets, il faut être très attentif à tout pour bien voir quelles pourraient être les conséquences pour les entreprises en fonction de telle ou telle mesure. Donc énormément d'articles, de la simplification pour les entreprises au niveau de la création, au niveau des paliers, des seuils du nombre de salariés et de leurs impacts qui seront beaucoup plus lissés dans le temps. Mais malheureusement, on peut regretter quand même, malgré tous ces articles, qu'il n'y ait rien sur l'international, peu de choses sur la numérisation. Donc voilà, en tout cas, ce sera une loi qui sera étudiée au Sénat début 2019. Merci beaucoup, Martine. On aurait pu continuer, mais on est pris par le temps. Il y a encore Merci beaucoup. de choses. Bonne continuation pour la suite de votre mandat en tant que sénatrice. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Allez, on passe à notre rubrique initiative. Et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Benjamin Marias. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le cofondateur de AirCoop. J'ai lu sur le site internet, il est écrit « Coopérative d'entrepreneurs du changement ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour changer le monde positivement tel qu'on veut le faire, il faut qu'on coopère. Et pour coopérer, en fait, on a adapté notre structure juridique, qui était une SARL jusqu'à début octobre 2018, en une coopérative, donc une SCOP, Société coopérative et participative. Et donc voilà, nous sommes une coopérative d'entrepreneurs du changement, un changement que l'on veut positif et significatif sur ce monde. Changer le monde, c'est ambitieux ? C'est vrai. Mais changer au moins notre monde, notre monde et en tout cas les univers dans lesquels nous évoluons aujourd'hui. Et le fait qu'on soit à Annecy, c'est qu'on travaille énormément et essentiellement pour, d'un côté, l'outdoor, l'industrie outdoor et le tourisme lié à la montagne, mais pas que. Mais en tout cas, c'est là où on est né, c'est là où on est et aujourd'hui où on vit. Et c'est ce monde-là qu'on a envie de changer positivement. Donc voilà, on accompagne ce changement-là. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche ? La première chose qui m'a poussé personnellement et qui nous pousse tous au sein de la coopérative, c'est la passion.
la passion pour les écosystèmes dans lesquels on évolue, la passion pour les univers dans lesquels on évolue. La montagne, c'est une passion, et quand on aime la montagne, on essaye de la protéger, ou en tout cas de faire en sorte qu'elle aille mieux possible. Et donc c'est ce qui nous a poussé à créer et à développer cette coopérative. C'est quoi le véritable objectif quand on dit changer votre monde? C'est quoi le véritable objectif caché? L'objectif caché? Il n'y a pas vraiment d'objectif caché, hein. C'est vraiment l'objectif de pouvoir continuer à profiter de cette montagne incroyable qui est là. Et donc du coup, quand on a des produits, typiquement des produits des skis, des sacs à dos, des vêtements qui sont des produits hyper effectivement joués en quelque sorte, mais qui ont un impact sur cet environnement, la façon dont ils sont fabriqués, les matériaux qui sont utilisés, la façon dont ils vont être transportés, recyclés en fin de vie. C'est là-dessus que nous, on a envie de changer les choses et de changer les choses positivement. Alors, vous accompagnez déjà plusieurs grandes marques spécialisées dans l'outdoor. Comment il se caractérise cet accompagnement? À plusieurs niveaux. Alors, il y a les marques, effectivement, et puis aussi les territoires, les collectivités territoriales qui sont liées à la montagne, que ce soit Chamonix, les Menhirs. Voilà, il y a de quoi faire ici, et c'est pour ça qu'on est ici. Et côté marques, les marques qu'on accompagne, donc, par exemple Salomon, c'est sur vraiment la stratégie globale de la marque en termes de responsabilité sociale et environnementale. Et puis ça va jusqu'aux produits. Quels sont les matériaux qui vont être les plus pertinents à utiliser, qui ont le plus faible impact. Mais ça peut aller jusqu'à la recyclage et la fin de vie des produits. C'est ce qu'on fait avec Picture, où on cherche les filières pour trouver des solutions sur les textiles techniques, ou avec la FUMA sur une partie, l'opération ramassage des déchets sur la mer de glace historiquement, et puis maintenant sur la vallée de Chamonix dans son ensemble. Il y avait une demande de la part de ces entreprises d'être accompagnées? Ouais, pour refaire l'histoire, justement, en 2010, quand on a créé Air, la demande n'était pas encore là, clairement. C'est nous qui avons poussé la chose parce qu'il y avait nos convictions. Et aujourd'hui, c'est forcément la chose s'inverse parce qu'on voit l'urgence aussi. Ces marques-là, elles voient l'urgence, elles voient la nécessité de prendre soin de cet environnement qui les fait vivre. Et donc, c'est là où on a notre rôle à jouer, c'est d'accompagner ce changement-là. Quels sont vos prochains grands projets? Le personnel ou par rapport à AirCop? Par rapport à AirCop, la AirCop, c'est la mutation qu'on a effectuée aujourd'hui, où on est passé de 4 personnes là, à quasiment 9 personnes et bientôt 10, 11 même, d'ici la fin de l'année. C'est de vraiment créer du lien et de l'interdépendance entre tous ces coopérateurs et coopératrices. Ça, c'est mon challenge personnel pour la coopérative, parce que plus il y aura de liens et plus il y aura de solidarité entre chacun, plus on sera fort et on pourra accompagner encore mieux. Et après, l'autre défi de nous, AirCop, c'est comment on crée cet impact positif, cette transformation de la société que l'on souhaite. On le voit dans l'actualité aujourd'hui, transformation sociale, environnementale, à tous les niveaux. Nous, on le fait à notre niveau, qui est la montagne, qui est l'outdoor, qui est l'industrie textile. C'est là où on est compétent, pertinent, et donc c'est là où on veut transformer durablement ces industries-là. Vous arrivez déjà à voir la différence en termes d'efficacité entre l'ancien statut et le nouveau? Le fait d'être passé à M-Scope? Je pense qu'il va falloir... C'est encore trop tôt? Non, c'est trop tôt. Ça fait un mois, un peu plus d'un mois, que le passage en coopérative, mais c'est le mode de fonctionnement qui nous intéresse, où on recherche aujourd'hui la coopération et plus la compétition. Il y a des personnes avec qui on était en concurrence, mais nous, on ne considère plus cette concurrence, on recherche du coup la coopération, la compétition, on appelle ça même. Donc c'est ça qui est notre leitmotiv aujourd'hui, c'est comment on coopère pour mieux changer les choses et rendre ce monde meilleur en tout cas. Merci beaucoup, Benjamin. Je vous en prie. Merci, bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci. Important de souligner. Merci bien. Allez, comme chaque lundi, on va terminer cette première partie avec du sport. Et j'accueille en ce sens Monsieur Aurélien Moch. Installez-vous. Alors Aurélien, vous êtes le président des Serres du Chablais, une équipe de roller hockey. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux et celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que cette discipline? Alors on devine un petit peu, mais... Ouais, je pense que vous le devinez un petit peu. Le roller hockey, c'est le petit frère du hockey sur glace. Sauf qu'au lieu de le faire sur la glace, on le fait sur un plastique dur avec des rollers, donc avec des roulettes à la place des patins à glace. En dehors de la surface de jeu, est-ce qu'il existe des différences avec le hockey sur glace? Oui, quelques-unes. On a un joueur en moins par rapport au hockey sur glace et on a aussi des contacts qui sont beaucoup plus restreints. Donc pas de mise en échec? On ne voit pas les mises en échec comme on peut les voir au hockey sur glace. D'où est-ce que ça vient, cette discipline?
Alors, Ah. certainement les mêmes origines que le hockey. Je ne saurais pas vous dire exactement. Je vous ai collé. Vous m'avez collé, vous avez réussi à me coller. Alors, il y a si je ne dis pas de bêtises, deux fédérations internationales qui régissent le roller hockey. Est-ce qu'on sait pourquoi deux fédérations et pas une? Alors, il y a une Ce fédération. que le plus communément. Oui, on sait pourquoi. Il y a une fédération qui dépend du hockey sur glace et une fédération qui dépend du roller sport. Donc la FIRS qui dépend du roller et l'IIHF qui dépend du hockey sur glace. D'accord. Alors, la France est plutôt une bonne nation, notamment ces 2 dernières années, puisqu'elle est championne du monde en 2017 en Chine, vice-championne du monde en 2018, après une défaite contre l'Italie. On peut dire que c'est donc une place forte de cette discipline. Alors la France est une très bonne nation dans le championnat FIRS. Oui, toujours faire le distinguo entre les deux. Toujours le distinguo, voilà. Donc, mais ça n'enlève rien à la France qui brille en championnat du monde, avec des joueurs qui évoluent dans le championnat de France, et ça tire le niveau vers le haut sur le pays. Alors, donc je disais en introduction, vous êtes donc le président des Serres du Chablais, donc une équipe qui évolue en National 3, donc c'est la 4e division. C'est la 4e division française. Quelles sont vos ambitions pour cette saison 2018-2019? Alors les ambitions. Alors pas de langue de bois. Non, les ambitions, si on fait de la langue de bois, on dira que c'est le maintien. À la Guirou. Voilà. C'est toujours l'objectif de base de la saison, mais je pense que cette saison, on a une équipe qui peut jouer les premiers rôles. Notre vraie ambition, c'est de jouer une demi-finale de play-off. Et si ça se passe vraiment bien, pourquoi pas la montée. Alors le début de saison est plutôt encourageant. 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. Malheureusement, une défaite à domicile où vous étiez invaincu depuis un certain nombre de matchs. Oui. J'imagine qu'il y a quand même de la satisfaction par rapport à ce début de championnat. Alors il y a de la satisfaction puisque l'équipe est toute neuve, on va dire, avec des joueurs qui sont arrivés en tout début de saison et qui ne se connaissent pas forcément. Donc il faut un petit temps d'adaptation à tout le monde. Le début de saison est satisfaisant puisqu'on a pris 6 points sur 9 avec une défaite sur le fil contre Seno qui est aussi une bonne équipe. De toute façon, dans cette poule en National 3, ça va être serré toute la saison. Tout le monde peut battre tout le monde et il faut être dans les 4 premiers pour participer aux playoffs. Alors, parlez-nous de ce club. Comment c'est arrivé à Thonon, le roller hockey? Alors, le club il a été créé il y a 15 ans à Bon-en-Chablais. Et pour le développement, trouver des salles et des créneaux d'entraînement, le club a migré à Thonon, donc avec mes prédécesseurs, puisque je suis président depuis une saison seulement, qui ont fait un gros boulot pour trouver une salle adaptée. Parce que ça a été assez compliqué, apparemment, dans les premières années. C'est assez compliqué dans les infrastructures qui sont nécessaires, en fait. Il fallait trouver une salle d'entraînement adaptée, il fallait trouver une salle de match. Parce que là, en fait, on ne l'a pas dit, mais le revêtement, c'est quelque chose que vous installez avant le match, Alors et avant les entraînements. Toute la salle, en fait. Avant les entraînements, non, puisqu'on a une salle qui est plus petite que celle qu'on voit sur les images. Qui est dédiée aux entraînements. Qui est dédiée à nos entraînements, entre autres, puisque c'est un gymnase de lycée. Et ça, c'est la salle de match qu'on peut voir, qui est la maison des sports de Thonon. Et donc là, avant chaque match, vous installez le parquet. Oui, c'est une salle de handball, en fait, sur laquelle on installe un sol en steel mat, qui est un plastique dur. Et toute une balustrade autour, donc c'est un gros boulot pour 30 ou 40 bénévoles qui bossent pendant 1h30 sur le montage et sur le démontage à la fin du match. L'objectif à terme, alors quand je dis à terme, c'est à plus ou moins moyen terme, c'est de monter plus haut, ou j'imagine, ou je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'avec votre structure, vous avez la possibilité de viser plus haut dans les années à venir, ou malheureusement, vous savez que vous ne pourrez pas aller très très haut, malheureusement, par rapport à ce manque de structure? Alors, on a 2 choses qui vont nous bloquer pour monter plus haut. La Nationale 2, c'est envisageable. Ensuite, au-dessus, ça sera plus compliqué. La montée va être plus compliquée à cause de 2 causes principales, qui sont la salle. Qui n'est pas homologuée? Qui est complètement homologuée, la salle de match. Mais on a besoin d'une salle dédiée réellement au roller hockey, ce qui sur Thonon n'existe pas. Donc on a des discussions en cours avec les élus, mais c'est quelque chose qui coûte cher et qui n'est pas forcément faisable très rapidement. Et on a un deuxième problème à Thonon, c'est le départ des jeunes joueurs qu'on forme au club et qui s'en vont dans des villes plus grandes pour continuer leurs études. Je ne l'ai pas signalé, justement, j'allais y venir. Il y a un gros travail de formation. Il y a un très gros travail de formation. On a des équipes jeunes qui sont performantes. On a fait venir cette saison un coach slovaque. Donc c'est un petit coup de folie, mais ça paye. Les équipes jeunes se forment.
sont très performantes, mais malheureusement, les jeunes n'arrivent pas jusqu'aux catégories seniors. Ils s'en vont souvent pour les études et certains reviennent, certains ne reviennent pas. Donc on est aussi obligé de passer par le recrutement de joueurs seniors. Donc renouveler. Voilà, c'est un peu compliqué de garder une équipe vraiment fixe. Pour en revenir à cette équipe 1, oui. Les joueurs qui composent cette équipe 1, notamment cette année, ils viennent d'où? De quel horizon? Alors on a certains Tenonnais qui ont commencé au club, directement sur roller. On a des joueurs qui viennent de Morzine, qui étaient sur glace avant. On a recruté aussi du côté de Séno. Donc on essaye de prendre des bons joueurs dans les clubs alentours. Et puis on a notre recrue slovaque qui jouait sur glace à Dijon, à Épinal, en Ligue Marius, qui apporte vraiment l'expérience et la connaissance technique du hockey. Merci beaucoup Aurélien. J'essaierai de venir vous faire un match d'ici la fin de saison. Bonne continuation pour la suite, vous ne bougez pas. On va regarder tout de suite un résumé de la rencontre entre Aix-Maurienne et Évreux. C'est du basket, c'était la 4e journée de Pro B ce vendredi. Face à une équipe d'Évreux déjà installée dans le haut du classement, Aix-Maurienne réalise un très beau premier quart-temps, notamment grâce à son pivot américain Brandon Peterson, intraitable sous les paniers. Plutôt adroit en attaque, les Savoyards mènent de 6 points après 10 minutes de jeu. Le deuxième quart-temps est tout aussi rythmé, chaque camp se rendant coup pour coup. Évreux en profite alors pour passer devant à la table de marque. Mais Jared Ogungbemi et Karim Atamna permettent à MSB de mener à la mi-temps 37-35. La troisième période va malheureusement bien mal se passer pour les joueurs de Fabien Romeyer et les Normands bien plus saignants font alors parler leur puissance offensive. Symbole de cette domination d'Évreux, la dernière action est ce panier à 3 points de Frank Booker, juste avant la sirène. Dos au mur et mené de 6 points au moment d'entamer les 10 dernières minutes, Aix-Maurienne va alors offrir à son public un véritable festival offensif. DJ Richardson et Karim Atamna encore lui s'en donnent à cœur joie à longue distance. Et comme en première mi-temps, le meneur canadien Ogungbemi marque un panier très important à 3 minutes de la fin. Les Savoyards ne lâcheront rien pour finalement s'imposer 92-87. Ça a été dur. On a vu le jour aujourd'hui parce que c'est difficile depuis pas mal de semaines. Cette première victoire-là, enfin cette première bonne victoire comme on le veut, on va pouvoir construire dessus, c'est très important. Belle réaction des Savoyards après 2 défaites de rang. Et même si l'ensemble est encore fragile, le contenu commence lui à être cohérent. Ça demande du temps, c'est un groupe qui dit jeune, dit qu'il va progresser. Donc c'est important dans un premier temps d'abord que les leaders expérimentés répondent présents. Je pense à Karim ou à Kevin. Donc ça c'est très positif. Et ensuite, avec le temps, on doit penser que cette équipe-là doit être en mesure de progresser. Mais on sait que ça a l'avantage. Il y a aussi des inconvénients, des problématiques quand on est un groupe jeune. Donc voilà, mais c'est aussi leur évolution, leur progression qui passe par là. Donc j'espère qu'on arrivera à faire progresser tout ça. AMSB tentera de confirmer cette embellie dès ce vendredi avec la réception de Poitiers. Fanette qui arrive au pas de course pour nous rappeler les titres du journal. C'est le sport, c'est lundi. Séance animée ce matin au conseil départemental de Haute-Savoie. Voilà, il y avait le débat d'orientation budgétaire 2019, donc 3 milliards d'euros en gros à investir sur les prochaines années. Et c'était sport, alors parce que on parle d'argent, mais aussi il y a eu une petite mobilisation de ceux qui s'opposent au projet du désenclavement du Chablais et à l'autoroute Machilly-Thonon. Donc on fera le point sur tout ça. Et puis une idée de colocation étonnante qui joue qui a un rôle de lien social. Voilà, entre des étudiants et des personnes âgées. Alors j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, ils vivent pas dans le même appartement, ils vivent dans la même résidence. Donc c'est intéressant pour les étudiants parce que comme ça ils payent le loyer, un loyer beaucoup moins cher. Mais ils s'engagent à accompagner les personnes âgées au quotidien. Donc voilà, ça crée du lien, ça coupe l'isolement des seniors. Tout le monde est content. Tout le monde est content, enfin j'espère. On verra ça dans le sujet tout à l'heure de Juliette Vincent-Seigné. Merci beaucoup Fanette. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. À tout de suite.